Crac, le bruit. Le bruit que personne n'a envie d'entendre chez soi. Un ballon, un courant d'air un peu trop fort, et voilà, la vitre est en 1000 morceaux. C'est le genre de truc qui déclenche tout de suite une petite montée de panique. On se sent plus en sécurité. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur un guide pratique qui explique justement les gestes de premier secours face à une vitre brisée en attendant le vitrier. Notre mission, c'est d'en tirer les étapes les plus claires, les précautions vitales pour sécuriser les lieux et se protéger, que le verre soit juste fêlé ou complètement explosé. C'est un sujet vraiment essentiel. La façon dont on réagit dans les toutes premières minutes peut tout changer. Un mauvais réflexe et on peut vraiment aggraver la situation. Le guide qu'on analyse est très pragmatique. Le but, c'est pas de devenir vitrier, mais de connaître des solutions d'urgence avec ce qu'on a sous la main. On va donc décortiquer ça. D'abord, les réflexes de sécurité qui sont valables dans tous les cas. Et puis, on verra les deux scénarios principaux. La vitre qui est juste fissurée et le cas le plus impressionnant, la vitre complètement cassée. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. La vitre vient de se casser, il y a du verre partout par terre. Mon premier réflexe, très honnêtement, serait de me jeter sur le balai, peut-être même l'aspirateur, pour que ça soit vite propre. J'imagine que c'est une très mauvaise idée. C'est même l'une des pires, oui. Le guide explique très bien pourquoi. Utiliser l'aspirateur tout de suite, c'est prendre le risque de projeter partout des poussières de verre microscopiques. C'est très dangereux. Ou alors, on risque tout simplement d'abîmer l'appareil. Non, la toute première priorité, avant même de penser à nettoyer, c'est la sécurité des personnes. Le guide est formel là-dessus. La première action, c'est d'éloigner immédiatement les enfants et les animaux domestiques. On les met dans une autre pièce, on ferme la porte et on s'assure qu'ils ne peuvent plus du tout revenir. D'accord, c'est logique. On met les plus vulnérables à l'abri. Le guide parle ensuite de baliser la zone. Ça fait un peu scène de crime, non? On doit sortir le ruban jaune strobo. Non, pas jusque-là, bien sûr. Mais l'idée est la même. C'est de créer une barrière à la fois visuelle et physique. Le but, c'est que personne ne puisse s'approcher par erreur, même nous, dans un moment de distraction. Ça peut être tout simple, fermer la porte de la pièce ou juste mettre une chaise en travers du passage. L'important, c'est de bien matérialiser le danger. Une fois que cette zone est isolée, il y a une autre étape cruciale. Une étape que la panique nous fait souvent oublier. Laissez-moi deviner, les photos pour le dossier d'assurance. C'est le genre de chose à laquelle on pense 3 heures plus tard en se disant « Ah, zut !» Exactement. Avant de toucher à quoi que ce soit, on prend son téléphone et on prend des photos de tout. Des plans larges de la pièce, des gros plans sur la vitre, sur l'objet qui a causé les dégâts si on l'a identifié. Pour l'assurance, c'est simple. Pas de photos, pas de dossier facile. C'est vraiment l'étape à ne pas sauter. C'est seulement après tout ça, personne en sécurité, zone isolée, photo prise, qu'on peut commencer à penser au nettoyage. Et là, j'imagine qu'il faut s'équiper. J'avoue, j'aurais sans doute attrapé la première paire de gants en latex sous l'évier. Et ce serait une autre erreur qui peut vous envoyer directement aux urgences. Ces gants fins, ils ne servent à rien contre les éclats de verre. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Il faut des gants de protection épais, genre gants de jardinage, de bricolage. Et, chose très importante, des chaussures fermées et solides. On ne nettoie jamais du verre en chaussettes ou en tongs. Jamais. C'est noté. Bon, on est équipé. On commence par où? Les gros morceaux, les tout petits éclats? On va du plus visible au moins visible. La méthode, c'est de ramasser d'abord les plus gros morceaux de verre à la main, avec les gants, bien sûr. Ça permet de dégager la zone et de réduire les risques les plus évidents. Le guide donne aussi un conseil assez malin. Si c'est possible, on décale un peu les meubles qui sont proches de la fenêtre. Le canapé, la table basse. Ah oui. Ça donne de l'espace pour travailler et ça permet de vérifier si des éclats se sont cachés dessous. C'est seulement après ça qu'on passe à la balayette et à la pelle pour les débris plus petits. L'aspirateur, lui, il intervient qu'à la toute fin, vraiment pour les poussières. D'accord. Les bases de la sécurité sont posées. Passons au premier cas de figure, celui qui semble, on va dire, le moins grave. La vitre n'est pas par terre, elle est juste fissurée, en toile d'araignée, quoi. Les morceaux tiennent encore. L'envie de toucher, de tapoter un peu pour voir si ça tient, elle est quasi irrépressible. Et c'est là que le guide nous donne son conseil le plus contre-intuitif. La recommandation numéro 1, elle est formelle, ne touchez à rien. Absolument rien. Vraiment? Pas même un tout petit test du bout du doigt? Mais pourquoi? On a l'impression que c'est encore solide. C'est une illusion en fait. La structure interne du verre est déjà complètement compromise. Une fissure, ça veut dire que la tension dans le verre est à son maximum. La moindre pression en plus, même celle d'un doigt, ça peut être la goutte d'eau qui fait tout tomber d'un coup. Le risque de se retrouver avec le bras à travers la vitre, il est bien réel. Donc,
Si je comprends bien, le premier enseignement, le plus surprenant, c'est que, face à une fissure, l'inaction est la meilleure action. Notre instinct nous dit de vérifier, mais le guide nous dit que le meilleur geste, c'est de ne faire aucun geste. C'est un sacré changement de perspective. C'est exactement ça. La priorité, c'est de ne pas aggraver les choses. Du coup, le guide propose une action minimale, à risque zéro. Si la fenêtre a des volets, on les ferme. C'est tout. Ça protège la vitre qui est déjà fragile, du vent, de la pluie ou d'une branche qui pourrait taper dessus. Et on n'a pas besoin de la manipuler. Fermer les volets, c'est l'option sécurité maximale. Mais je vois que le guide mentionne aussi l'utilisation de rubans adhésifs. Je suis un peu sceptique. Est-ce que ça risque pas de donner un faux sentiment de sécurité? On se dit, c'est bon, j'ai mis du scotch et on oublie le danger. L'auteur en parle? C'est une excellente question. Et oui, le guide est très clair là-dessus. Le ruban adhésif, ce n'est pas une réparation. Son seul et unique but, c'est de maintenir les morceaux ensemble s'ils venaient à tomber. Il s'agit de contenir les éclats, pas de consolider la structure. Et c'est une action optionnelle, à n'envisager que si la vitre a l'air stable et si on peut y accéder sans le moindre danger. Le texte précise bien qu'il faut utiliser du scotch très résistant, du gaffeur, ce gros ruban en toile, du scotch armé ou du ruban de chantier. L'adhésif de bureau, c'est totalement inutile. Et comment on l'applique pour que ce soit efficace et pas juste pour faire joli? Alors, la méthode, c'est de créer un maillage. On applique des bandes pour former une grande croix sur la fissure, puis on complète avec un quadrillage sur toute la surface qui est fragile. Le détail qui change tout, c'est qu'il faut le faire des deux côtés de la vitre, à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ça, les morceaux sont vraiment pris en sandwich. Mais, et le guide le répète plusieurs fois, l'avertissement principal, c'est « ne vous mettez pas en danger ». Si le vitrage bouge quand on s'approche, s'il fait le moindre petit bruit suspect, on oublie le scotch, on ferme les volets, on interdit l'accès et on attend le pro. D'accord. Donc, pour la fissure, la règle, c'est la prudence extrême. Mais soyons honnêtes, le scénario qui fait vraiment peur, c'est quand il n'y a plus de vitre du tout, juste un trou béant dans le mur. Là, le problème, ce n'est plus seulement les morceaux de verre, n'est-ce pas? Ah non, là, le problème change complètement de nature. On se retrouve face à deux nouvelles urgences. La première, c'est se protéger des éléments. Les courants d'air qui glacent la maison, la pluie qui s'infiltre, la chaleur qui s'échappe. La seconde urgence, qui est tout aussi importante, c'est la sécurité de la maison. Une fenêtre ouverte, c'est une invitation pour les intrusions. Il faut donc trouver un moyen de calfeutrer cette ouverture de manière solide et vite. Ok, on a un trou dans le mur, je pense tout de suite, je suis fichu, j'ai rien pour boucher ça. Mais j'imagine que le guide part du principe qu'on a tous des trésors cachés dans nos caves ou nos garages. C'est quoi concrètement les objets du quotidien qu'on peut transformer en fenêtres temporaires? C'est un peu ça, oui. Le guide suggère de chercher des matériaux qui sont à la fois un peu rigides et qui protègent du mauvais temps. Il y a trois options principales. La première, c'est un grand carton bien rigide. Un carton de déménagement ou d'emballage d'un appareil, c'est parfait. La deuxième, une bâche en plastique. C'est idéal pour l'étanchéité. Et la troisième, pour ceux qui en ont, c'est un panneau de bois, du contreplaqué par exemple. Le guide précise bien « léger », pour ne pas abîmer le châssis de la fenêtre qui a peut-être déjà un peu souffert. Et on fixe comment ce panneau de fortune pour qu'il ne s'envole pas au premier coup de vent? La méthode est cruciale, oui. D'abord, il y a une étape de préparation. Il faut bien nettoyer le cadre de la fenêtre de tous les bouts de verre qui restent. On ne pose jamais le panneau directement sur des éclats. C'est trop instable et dangereux. Ensuite, on découpe le matériau un peu plus grand que l'ouverture. Puis, on le positionne et on le tend bien. Pour le fixer, on utilise du gros ruban adhésif de chantier sur tout le tour. Ou alors, si le cadre est en bois, quelques petites vis pour que ça tienne mieux. Le but, c'est de créer un joint qui soit le plus étanche possible. Le guide ajoute un conseil de bon sens, si le temps est vraiment mauvais, on peut combiner les matériaux. On met d'abord le panneau de carton pour la rigidité, puis on le recouvre avec une bâche en plastique bien tendue pour que ce soit imperméable. C'est une solution de fortune, mais ça peut vraiment sauver d'une inondation ou d'une nuit glaciale. D'accord. Le carton et la bâche, ce sont les solutions système D. C'est génial parce qu'on a souvent ça sous la main. Mais est-ce que le guide propose une solution un peu plus pro, si on avait anticipé et acheté un kit d'urgence? J'ai vu qu'il parlait de film polyéthylène. Oui, c'est présenté comme l'alternative un peu plus technique, pour les plus prévoyants. Le film polyéthylène, c'est un film plastique, souvent auto-adhésif, qui est conçu spécialement pour ces situations. Son rôle est très similaire à celui du scotch pour les fissures, mais appliqué sur toute la surface.
Il sert à maintenir tous les éclats de verre en place, qu'ils soient juste fissurés ou sur le point de tomber. C'est bien plus propre et efficace qu'un quadrillage au ruban adhésif. Et c'est compliqué à installer. Ça demande un peu plus de soin. Le processus se fait en 2 temps. D'abord, une phase de nettoyage très précise. On nettoie uniquement le cadre de la fenêtre, le châssis en bois ou en PVC. Le guide insiste bien. On ne touche surtout pas au verre abîmé. Le but est d'avoir une surface bien propre sur le tour pour que ça colle bien. Ensuite, on déroule le film et on le tend sur toute la surface du vitrage. On chasse les bulles d'air, un peu comme on poserait un film de protection sur un écran téléphone. Et on le fixe solidement sur le cadre. C'est une solution très efficace, mais bon, ça suppose d'avoir ce produit en stock. D'accord. Si on devait faire le bilan de tout ça, si je devais retenir 3 leçons pour ne pas paniquer le jour où ça m'arrive. La première, c'est que la sécurité passe avant la propreté. On oublie le nettoyage au début et on se concentre sur les gens, les animaux et sur soi-même en s'équipant bien. C'est le fondement absolu. Sans ça, le reste ne sert à rien. Un suraccident est très vite arrivé. La deuxième leçon, pour moi, c'est d'adapter sa réaction à la situation. Le diagnostic est la clé. Une fissure, c'est la prudence, le « on ne touche à rien ». Un trou, c'est l'urgence de boucher pour se protéger. Ce sont 2 logiques différentes. Et c'est un excellent point, oui. Il faut prendre 30 secondes pour analyser la situation avant de se lancer. Fissure ou bris complet. C'est la question qui détermine toute la suite. Et enfin, la troisième chose, c'est de dédramatiser. Des solutions temporaires existent et sont à la portée de tous. Pas besoin d'être un expert en bricolage pour fixer un carton. Le but n'est pas de faire une réparation parfaite, mais de gérer l'urgence en attendant le vrai professionnel. Exactement. Il s'agit de reprendre le contrôle d'une situation qui est par nature chaotique. Et tous ces gestes qu'on a vus, ils permettent de passer d'un état de panique à un état d'action réfléchi. C'est une très bonne conclusion. Et en fait, toute cette discussion sur le bris de glace, ça me fait penser à autre chose. Ce guide, c'est un parfait manuel de premier secours pour la maison. Il nous apprend à réagir après l'incident, mais du coup, ça nous amène à réfléchir à la préparation en amont. On se rend compte que face à un imprévu aussi courant, avoir les bons réflexes, c'est pas inné. La question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les autres connaissances de premier secours domestique qui nous manquent ? Savoir couper l'arrivée d'eau en cas de fuite, par exemple, ou savoir quoi faire en cas de coupure de courant. Ça ouvre une réflexion plus large sur notre niveau de préparation générale face aux petits et grands imprévus du quotidien.